fonctionne, de ces gilets jaunes de 2018. Est-ce que c'est un signe, quel qu'il soit d'ailleurs, William T? Je pense qu'il faut comprendre ce qui s'était passé en 2018. C'est 2018, les gilets jaunes interviennent sur une coagulation des crises. Il y avait une crise économique et sociale, la fameuse fracture sociale qu'avaient dénoncé Emmanuel Todd et Marcel Gauchet, reprise par Jacques Chirac dans la campagne de 95. Il y avait une fracture territoriale qu'avait démontré Christophe Héluy dans son livre La France périphérique, une fracture identitaire, c'est-à-dire qu'on ne savait pas ce que c'était qu'être français dans la construction européenne et dans la mondialisation. Et enfin, une fracture institutionnelle dans la mesure où les pouvoirs publics, dans un cadre démocratique, n'étaient pas assez efficaces et pouvoir rapides pour pouvoir répondre aux solutions et au déclassement, notamment de la classe moyenne occidentale qui a perdu en pouvoir d'achat depuis une trentaine, quarantaine d'années. Ce qui est la fameuse courbe d'éléphant qui a été démontrée à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'en fait, Donc, avec la mondialisation, la classe moyenne des pays riches ont enrichi les pauvres des pays pauvres. Voilà, traditionnellement. c'est une bonne explication, c'est quand même beaucoup plus complet que ce que j'ai rappelé tout à l'heure, en l'occurrence, qui avait allumé la mèche, c'est-à-dire deux décisions gouvernementales, en Mm. l'occurrence le 80 km/h et la taxe sur les Ouais. carburants. Et ce point-là est particulièrement intéressant. C'est-à-dire qu'il y a deux points. C'est-à-dire qu'il y a un élément déclencheur et il y a des raisons structurelles de fond. La question essentielle dessus, c'est est-ce que les raisons structurelles de fond ont varié ou pas? Non. Non. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, Emmanuel Macron est jugé responsable de la crise? Sur certains points, oui, mais sur d'autres points, non. Je pense que sur la réforme des retraites, sur la réforme d'assurance chômage, ça ne suffira pas à lever les gilets jaunes tels 2018, mais ça va provoquer des manifestations sectorielles, les syndicats, toujours les mêmes, qui vont manifester pour défendre leur corporation. Par contre, là où il y a un sujet essentiel, et c'est la lame de fond, c'est la crise d'inflation et notamment énergétique, auquel on peut faire un lien très rapide entre l'implication d'Emmanuel Macron sur le sabotage de notre parc nucléaire et sur le fait qu'il n'ait pas voulu contester l'Allemagne sur le marché européen de l'électricité et l'augmentation des coûts. Et je pense qu'un Ça des peut points, encore changer, ça. ça peut encore changer notamment, et notamment je pense à un point particulier, la similarité entre le fait que ce soit des petits chefs d'entreprise qui soient venus à Paris en 2018 avec la classe moyenne qui travaille, et le fait que les artisans et commerçants soient en difficulté avec les augmentures de factures d'électricité. Jonas Haddad était venu avant que tous les deux vous rentriez en studio. Il y a cette incompréhension, c'est-à-dire que d'un côté, ce qu'elle nous disait tout à l'heure, et moi je veux bien la croire, c'est qu'il y a une place au débat, et pourtant, tout ce qu'on nous ramène, il suffit de lire la presse, il suffit de lire et d'interroger, de passer deux, trois coups de fil, on sait très bien qu'il n'y aura pas de débat. Alors où est la vérité, William T? Moi, je pense qu'il n'y aura pas de débat parce que les points de vue ne sont pas réconciliables, parce qu'Emmanuel Macron, à la différence de 2020, 2019-2020, présente une réforme paramétrique, donc uniquement constituée sur la question de l'âge. Il n'y a aucun syndicat qui acceptera de co-signer la mesure d'élargissement de l'âge, vraisemblablement, sauf peut-être la CFDT, et encore, je suis très pessimiste dessus. Donc, Laurent Berger dit à l'instant, il y a une dizaine de minutes, dans une interview qui sera, je crois, publiée demain dans un quotidien, qu'il n'y aura pas de deal avec la CFDT. Voilà, comme ça ça au moins paraît, c'est ça clair. paraît. Il ne fait que, j'allais dire, surligner ce qu'il a déjà dit depuis plusieurs mois. Je pense qu'Emmanuel Macron s'est aussi trompé de méthode. C'est-à-dire que je pense que le point essentiel, c'était de faire la réforme paramétrique sur l'âge dans le cadre d'un amendement du projet de loi de sécurité de finances. Et comme ça, il négocie avec les syndicats sur le reste, sur la question de la pénibilité, les petites retraites, Mhm. etc., les Mhm. conditions de prise en compte, notamment pour les femmes, des cotisations et des trimestres. Je pense que c'était là le point essentiel. Ensuite, après, comment faire pour pouvoir organiser un débat et qu'est-ce qu'on doit faire comme débat? Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est quel modèle social on veut, en fait, et quel modèle de production on veut. Je pense que tant que la France continuera dans la situation actuelle, c'est-à-dire qu'on ne produit pas assez de richesses par rapport au nombre d'habitants, eh ben, on n'arrivera pas à sortir du malheur français. Je vais illustrer par quelques chiffres. En 1980, lorsque Valéry Giscard d'Estaing laisse le pouvoir à François Mitterrand, la France produisait le même PIB par habitant que l'Allemagne et Oui. que les États-Unis. Et un Désormais, franc équivalait à un Deutschmark. et maintenant, l'Allemagne produit beaucoup plus de PIB par habitant et les États-Unis quasiment 2 fois plus que nous. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on a un comportement de pirate. On n'essaie pas de produire davantage de richesses ou produire des solutions dans le but d'améliorer l'intérêt général, mais qu'en fait, chaque corporation essaye de piquer de l'argent soit aux contribuables français, soit à une autre corporation. Et c'est ça le sujet français. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas sur une volonté de nivellement par le haut, de production et de montée en gamme. Et tant qu'on ne sortira pas de cette logique, on n'y arrivera pas. Alors sur la question de la réforme des retraites, je pense qu'on l'a fait pour les questions paramétriques, mais le sujet essentiel, c'est comment on fait pour atteindre un taux d'emploi équivalent à celui de l'Allemagne, notamment sur l'emploi des seniors, c'est-à-dire qu'on aura un sujet notamment sur les cotisations sociales. Est-ce qu'il ne faut pas faire des cotisations sociales montantes lorsque vous êtes jeune et des cotisations sociales descendantes Hmm. lorsque vous êtes arrivé en fin d'âge pour maintenir les personnes âgées dans l'emploi? Et ensuite, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que si la France avait le même taux d'emploi que l'Allemagne, Hmm. on serait actuellement en excédent budgétaire et on pourrait mettre 40 milliards de plus sur l'éducation, la sécurité, la justice et la santé. Et un petit insiste sur les LR. C'est quoi? C'est la monnaie d'échange? William Tay, il joue un espèce de va-tout en disant
on arrive à tenir borne de ce côté-là. Vous avez entendu Olivier Marleix l'autre jour. J'espère qu'elle nous entendra parce que sinon, en gros, on ne donnera pas les voix. Je pense qu'il y a une vraie difficulté stratégique. C'est-à-dire qu'on arrive à un tournant de LR. C'est pas certain que LR soit encore un parti, comme il l'a été lors du François Fillon et de Nicolas Sarkozy, parfaitement libéral. Et je vais expliquer parce que leur électorat, en fait, a muté. D'une part, avec le tournant Sarkozy dans les années 2007, l'électorat LR n'est pas le même que l'électorat RPR, l'alliance RPR-UDF, de part parce qu'on a eu beaucoup moins de centristes dans cette coalition Les centristes sont partis chez Macron. Et les centristes étaient les plus libéraux. Il faut rappeler que les RPR étaient plutôt sur une ligne plutôt sociale et bonapartiste. Et à partir du moment où vous avez cette coalition électorale qui est complètement différente, leur électorat a changé. Notamment, il y a un sondage qui montre qu'auprès de l'électorat LR, 50% de leurs électeurs ne veulent pas de la réforme des retraites. Et c'est un point qui est très intéressant, alors qu'auparavant, LR, même plus que la majorité présidentielle, soutenait la réforme des retraites, notamment le développement par rapport à l'âge. Et il y a un autre point aussi qui est stratégique, depuis que Éric Ciotti est arrivé comme président des Républicains, dire quelle stratégie ont Éric Ciotti et Laurent Wauquiez face à Emmanuel Macron dans le but de proposer une alternance. Et c'est là où le problème stratégique, c'est qu'il y a 3 voies stratégiques pour les Républicains. Soit vous faites une alliance avec Macron, comme l'a proposé Sarkozy, afin de mettre Wauquiez Premier ministre pour qu'il soit en liste de course pour 2027 et qu'il apparaisse comme la personnalité institutionnelle la plus forte, notamment s'il a des résultats. Qui va accepter ça chez Renaissance? Ah bah, je pense que de toute façon, s'ils veulent un accord, c'est LR qui choisit son leader, c'est pas Renaissance. Bon. Le deuxième point de possibilité stratégique, c'est que vous faites une rupture complète et vous dites le macronisme, c'était la pire chose que tout, pire que François Hollande. Et dans ce cas-là, vous avez visé l'électorat de Zemmour et de Marine Le Pen en disant que vous voulez faire une rupture de modèle. La troisième possibilité, c'est qu'en fait, vous faites ce que j'appelle moi la stratégie modem. Ça veut dire que vous dites oui à un côté et oui à l'autre. Et au final, vous perdez des deux côtés. C'est ce qui est arrivé à Valérie Pécresse, c'est ce qui a perdu de stratégie. D'accord. Où Emmanuel Macron a pour ambition de faire toute une série de réformes structurelles, qu'elles aboutissent ou non d'ailleurs. Mais je ne suis pas sûr. En fait, on ne sait pas vraiment ce que veut faire Emmanuel Macron. Il y a une véritable incertitude. C'est pour ça que je pose la question. En fait, on n'a pas vu un quinquennat aussi flou depuis Jacques Chirac entre 2002 et 2007. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Je pense qu'Emmanuel Macron hésite. On a à peu près une stratégie claire d'un point de vue international. C'est-à-dire qu'il essaie de fâcher le moins de gens possible pour espérer apparaître comme populaire, comme l'était Jacques Chirac, voire Obama. C'est-à-dire qu'il travaille davantage son image de soft power que sur des décisions concrètes difficiles. Sans pour autant passer pour le roi fainéant, non, parce que ça, c'est la grande hantise du président, on le sait. D'Emmanuel Macron. Sur le plan national, quand on lit ses interviews, ses déclarations ou ses différentes émissions, on voit qu'il y a un problème en fait. Il sait qu'il y a un problème français, qu'il est structurellement très fort, mais je pense qu'il a un doute sur sa capacité réformatrice depuis les Gilets jaunes en 2018. C'est-à-dire qu'il sait maintenant qu'en fait, on peut devenir un grand président, notamment avec le décès de Jacques Chirac, en étant populaire, en n'ayant rien fait, en ayant fait semblant de faire quelque chose, plutôt que de marquer l'histoire. Et je pense qu'il a un tournant stratégique, c'est qu'il sait pas. Vous pensez qu'il fait semblant de faire quelque chose, Emmanuel Macron? Je pense qu'il hésite vraiment. En fait. Mais jusqu'à présent. Moi, je pense que la difficulté qu'a Emmanuel Macron, c'est qu'il ne peut pas se représenter, mais ça ne veut pas dire pour autant que sa guerre politique est terminée. Et c'est là où peut-être qu'il a un doute sur un éventuel retour. S'il fait la stratégie Jacques Chirac, il sera certainement populaire comme l'était par exemple Obama aux États-Unis, et donc du coup, il pourra se permettre de garder un capital sympathie très important. Si par cas, il fait des réformes dites difficiles, et qu'il essaye plutôt d'emprunter ce que moi je préconise, le chemin Richelieu-Bonaparte, et ben, il va tout droit, il va se mettre à dos tous les syndicats, tous les faiseurs d'opinion. Certes, il aura amélioré la situation française, mais est-ce que sa carrière personnelle ne sera pas mise en danger? Et moi, je pense qu'Emmanuel Macron hésite. Il sait que pour marquer l'histoire, il faut emprunter le chemin des réformes difficiles, parce qu'au final, la France est reconnaissante aux grands hommes qui l'ont servi, mais qu'ensuite, à une temporalité courte, l'opinion publique et les gens qui font l'élection font en sorte de privilégier quelqu'un qui les a moins traumatisés et les moins fait bouger. En attendant, William T. Ça poursuit ce que je disais, c'est-à-dire qu'il sait que dans la grande histoire, ce genre d'événement ne l'aidera pas. Mais par contre, à court terme et à moyen terme, dans un horizon de 10 ans, ça peut le servir en termes d'image, notamment en termes des jeunes. Parce qu'il y a une difficulté quand vous êtes président de la République, c'est que vous êtes à la fois chef de l'État, incarnation de l'État français, et en même temps chef de gouvernement. Le chef de l'État, l'incarnation, à long terme, est plutôt plébiscité. On voit même les socialistes ont de l'empathie envers François Hollande, alors que pourtant c'était compliqué. Et même à l'égard de François Mitterrand, auquel ils n'étaient pas forcément d'accord avec toute sa ligne, notamment sur la question du tour de la rigueur de 83. Par contre, une fois ça c'est, pardon, je vous coupe 2 secondes, ça c'est une espèce d'inconnu de la vie politique. Si on revient plus loin, je veux dire, le nombre de gens qui étaient d'ailleurs même au gouvernement et qui critiquaient Giscard d'Estaing et qui avaient la nostalgie de Giscard d'Estaing, parce que derrière Giscard d'Estaing, accessoirement, il y a eu Mitterrand. Évidemment. C'est toujours compliqué. Et il y a le deuxième volet, auquel le chef de gouvernement.
et je pense que c'est pour ça qu'il hésite. Il sait que s'il prend des décisions, il doit prendre des décisions difficiles. Comment vous faites pour expliquer que vous allez baisser le tarif de l'électricité en affrontant l'Allemagne? Ça va lui coûter des points en termes d'image internationale. Comment vous faites pour sauver le système de retraite? Ça veut dire prendre des décisions difficiles. Pareil sur la logique économique auquel Surtout vous devez... qu'on a besoin de l'Allemagne pour la dette. Donc, Exactement, et sur tous ces points, il n'y a que des décisions difficiles à prendre. Et il comprend qu'au final, depuis qu'il y a eu la crise sanitaire, en ayant très peu de moyens d'action concrètes sur le rôle des Français, en agissant davantage comme un père protecteur, à la rigueur sympathique comme Jacques Chirac, et ben il augmentait sa cote de popularité, également sa cote électorale. Sympathie ce soir sur France 2 dans... Je pense que le point essentiel, c'est que ça traduit l'évolution du Parti socialiste. Le Parti socialiste a compris que globalement, en fait, il avait très peu d'impact sur la vie des Français, remis en négatif sur la plupart des sujets d'un point de vue économique, social, etc., comme le démontre la capacité d'Anne Hidalgo à gérer Paris, et que par conséquent, il faut agir sur la forme pour pouvoir en fait satisfaire une partie de l'électorat et agir auprès, en fait, c'est dire ce que j'appelle moi la tyrannie des minorités silencieuses, tyrannie des minorités, pardon. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de camps de minorités, les wokistes, cancel culture, et c'est les camps les plus radicaux qui tirent la France vers le mauvais côté de la barrière. Et pour séduire, notamment en vue de se faire réélire, vous êtes obligé de leur parler. Et je pense qu'il a compris qu'en fait, lorsque vous avez une participation qui est de plus en plus faible aux élections présidentielles, législatives, municipales et régionales et départementales, si par cas vous séduisez les influenceurs des tyrannies de la minorité, et ben par cas vous êtes sûr d'être réélu. Et je pense que c'est son point. Un dernier mot, parce que c'est quand même la fin d'un suspense aujourd'hui, et puis il nous a quand même accompagnés pendant 2 longues semaines. Didier Deschamps, reconduit en tant que sélectionneur des Bleus. C'est une bonne nouvelle pour vous, William T? Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que Didier Deschamps est en phase en fait avec les 2 générations de l'équipe de France. Il a réussi à faire cohabiter l'ancienne avec l'arrivée de la génération montante, notamment Kylian Mbappé et Dembélé. Et vous pouvez dire Lilian Thuram et Marcus Thuram, c'est plus simple comme ça. Voilà. Ouais. Et il a réussi à faire de cette équipe quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un fond de jeu incroyable. Le jeu n'est pas fantastique, mais il y a une grande capacité en 2018 et 2022 de joueurs les plus stars qui ont le plus d'ego à pouvoir se sacrifier pour le collectif. Notamment, et merci les clubs français d'avoir engagé ces fameuses stars dont on a tellement décrié le salaire, etc. Exactement. Et sur ça, lorsque vous prenez par exemple quelqu'un qui était très important en 2010 comme Paul Pogba qui explique qu'il a réussi à faire des sacrifices parce que c'est Deschamps qui lui a expliqué. Je trouve qu'il a réussi en fait non pas à faire une somme d'individualité, mais créer un esprit collectif d'équipe. On le voit notamment avec Griezmann, on le voit avec Varane. Et je pense qu'il a un point particulier, c'est qu'en fait il sait que la prochaine génération est plutôt prometteuse. Et donc du coup, c'est pas exclu qu'il fasse plus que 4 ans si par quel est de bons résultats. Allez.